Salut. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé te parler des gens et des choses qui m'ont rassurée dans la vie. Que à l'époque où je cherchais le sens de tout ça, quand j'avais le courage de chercher et la chance de tomber sur eux, alors j'avais plus de bonnes raisons de m'accrocher. Je pense qu'en tout premier lieu, il y a eu les histoires que me racontaient mes parents le soir. Ça a été les débuts de ma fascination pour le langage. Après, bien sûr, il y a eu l'école. Au Québec, on avait ce qu'on appelait les communications orales, qui correspondent à des exposés, chose qui se fait un peu moins en France, je pense, qu'en Amérique du Nord. C'était une matière que j'aimais beaucoup, à laquelle j'ai assez vite intégré les tournures de syntaxe que j'entendais sur TV5 et qui m'ont donc amené petit à petit à adopter un accent dit à la française. Je me souviens je crois que c'est l'une des premières fois où je suis allée dans un cinéma dit d'art et d'essai. C'était une amie, Jeanne, qui m'a emmenée donc à Montréal. Je devais avoir 15 ans. Elle m'a emmenée au cinéma du Parc, avenue du Parc, et on a vu Dancer in the Dark de Lars von Trier avec Björk. Un peu plus tôt, je crois, elle m'avait invitée chez elle et on avait vu Le Grand Bleu. Je crois elle aimait bien Jean-Marc Barr. Et après, on est allé à la Cinémathèque québécoise et on avait vu un Hitchcock. Je sais plus lequel, ça se passait au Maroc, je sais plus lequel c'était. Et grâce à Jeanne, je sais pas, j'ai commencé à être super accrochée au cinéma, à ce genre de cinéma. Et aussi à Björk, qui incarnait une sorte de réussite féminine totale, loin des canons. Une voix, un visage, un corps qui exprimait quelque chose qui me semblait proche de ma nature. Et donc après, je me suis mise à consommer beaucoup de cassettes VHS du vidéoclub d'art et essai qui était près de chez moi, qui malheureusement est devenu une pizzeria aujourd'hui, je crois. Après, un peu plus tard, il y a eu Hiroshima, mon amour, la voix d'Emmanuel Riva lisant Duras, disant Duras, et son visage, encore une fois. Et plus tard, je suis tombée sur Je du il, elle, de Chantal Akerman. Je dois le dire, les autoportraits me touchent beaucoup. J'en arrive à Sophie Calle. Je crois que les premières choses, je ne sais plus par quoi j'ai commencé. J'ai évidemment été très troublée par ses filatures. Je m'y suis retrouvée complètement. Elle raconte que elle avait beaucoup voyagé, elle était de retour à Paris et elle savait vraiment pas quoi faire. Et donc elle sortait et elle se mettait à suivre les gens pour adopter leur vie à eux, faute d'en avoir une à elle. Et donc elle documentait la chose en prenant des photos, en décrivant les faits et gestes de ces personnes, comme le ferait un détective privé. Après il y a eu les dormeurs. Inviter des gens à occuper son lit en permanence, toutes les 8 heures. Après, il y a eu France Culture. Quand j'ai découvert France Culture, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais je veux passer ma vie à écouter France Culture. Je veux qu'il y ait France Culture branchée dans mon cerveau. C'était merveilleux. J'ai l'impression que potentiellement tout le monde pourrait tout savoir de tout en écoutant France Culture. Après, dans le cursus que j'ai fait, j'ai lu Barthes, Roland Barthes et Nathalie Sarraute. Le plaisir du texte, les mythologies et fragments d'un discours amoureux. C'est là où j'ai senti qu'il était possible d'étudier des micro-phénomènes, des détails infimes. Et cette idée m'était très réconfortante. Chez Nathalie Sarraute, c'était un peu la même chose, mais au niveau du langage et du parler, de l'usage de la parole. Là, oui, il y a eu des clics. Le premier Homère que j'ai vu, c'était Les Rendez-vous de Paris, et j'ai détesté. J'étais très très irritée, je comprenais pas. Ça m'était étranger.
Et plus tard, je crois que j'ai vu Conte d'été. C'est là que j'ai été charmée. Et c'est là que j'ai compris. Quand je suis arrivée à Paris, j'essayais de consommer beaucoup de culture. J'ai vu quelques spectacles qui m'ont bouleversée, notamment Love de Loïc Touzé et Latifa Labissi. Il est repassé récemment au théâtre de Vanves, je crois, mais j'ai pas osé y retourner. Moi, je l'ai vu au Centre Pompidou. Et je pense que ça a été le motif de rupture avec le garçon avec qui j'étais à l'époque, qui avait détesté. J'ai aussi découvert la compagnie Toujours après minuit, qui est encore de la danse, cette fois-ci avec du texte. Donc 2 femmes qui font des bêtises, sur scène, qui explorent les questions de la répétition, du vêtement, du spectacle, de la fragilité, de la souplesse, qui sont drôles. Après, j'ai vu Anne-Theresa de Keersmaeker sur scène, mais pas les pièces que je préfère et que j'ai découvertes sur Internet. Cette fameuse pièce qui a été tournée par Thierry Demey, Rosas danst Rosas. Et le duo sur Steve Reich, je crois que c'est ça, c'est Face, où elle tourne, où c'est bouleversant. Globalement, les objets qui me donnaient du courage, c'était ceux qui exprimaient ouvertement l'aliénation de vivre, mais qui, du coup, en fabriquant quelque chose avec elle, parvenaient à la dépasser, à la surpasser. Et en 2006, à l'exposition Los Angeles du Centre Pompidou encore, j'ai découvert John Baldessari dans 2 vidéos adorables. L'une dans laquelle il prend des poses absurdes en disant qu'il est en train de faire de l'art. L'autre dans laquelle il essaie d'apprendre l'alphabet à une plante verte. Et puis il y avait plusieurs expériences ludiques documentées en photo où, par exemple, il essayait de faire une ligne droite en envoyant en l'air 3 ballons. C'est plus récent, à Montréal, j'ai vu une exposition de l'artiste taïwanais Taking Xie, je suis pas sûre de comment on dit son nom, qui est donc un performeur qui s'est imposé plusieurs one-year performances, donc des performances d'1 année chacune, l'une au cours de laquelle il s'imposait de se photographier toutes les heures. Donc même quand il dormait, il devait se photographier toutes les heures. Il s'était rasé la tête pour l'occasion et du coup on voit pendant l'année ses cheveux repoussés. Donc il ne pouvait jamais dormir plus d'1 heure consécutive, sauf quelques fois où en effet il les ressent. Je pense qu'il y a eu 300 fois donc sur 1 année complète où il ne s'est pas réveillé. Une autre où il s'est enfermé dans une chambre, dans une galerie pendant 1 an. Une autre où il s'est attaché à la taille avec une corde de 1 mètre, je crois, à une femme. Et donc pendant 1 an. Une autre où il a vécu dans la rue, donc comme un sans-abri, pendant 1 an. Cette radicalité et le fait d'offrir sa vie et sa personne dans un but conceptuel me touche. Et plus tard, il y a eu Miranda July, que j'ai découverte par son premier long métrage Me, You and Everyone We Know. Moi, toi et tous les autres. Idem, femme qui prend en main les choses, qui se met en scène, qui s'intéresse aux détails. J'ai lu après son livre No One Belongs Here More Than You, dont la traduction maladroite en français est un bref instant de romantisme. Ce que je veux dire par là, ça m'intéresserait tellement de voir une vidéo ou de lire un article de blog où toi tu dirais c'est quoi ces objets qui t'ont aidé à être qui tu es, aidé à persévérer, aidé à tenir bon. Parce que si on est en train de se regarder maintenant, c'est peut-être qu'on a en commun des choses et qu'on peut se les échanger. Je suis un peu triste, mais je vais faire la vidéo quand même. Immaculate perception is my personal reality. The world's a pale reflection of my superficial